Famille sortez, il y a cassement de Papo sur Dramane. Et oui, on écoute. Vente son bilan économique, notamment les réalisations. C'est un bilan, c'est un bilan totalement en trompe-l'œil. Il ne peut être, on en discutait avec Wilfried en avant-plateau, qui ne peut être perçu de très loin. Il faut vraiment être à 6000 km, hein, pour penser que le bilan qu'est-ce qui modère justement? Donc quand on est plus proche, et quand on n'est pas à 6000 km, mais quand on est sur place, on voit les détails et on voit une vie quotidienne extrêmement pénible et difficile pour les Ivoiriens. Le système, le bilan général, tous les dirigeants ivoiriens se font soigner à l'extérieur. Monsieur Ouattara se fait soigner en France. Moi, je voulais en venir sur le système de santé. Le système de santé en Côte d'Ivoire est dans un état vraiment calamiteux et vraiment problématique. Et d'ailleurs, un travail devra être fait sur le niveau de mortalité. La mortalité a explosé. Alors évidemment, je suis un peu à titre personnel extrêmement frappé par ce sujet-là. Donc oui, ça m'interpelle. La santé n'est pas du tout au niveau de la population de 30 millions. Le système éducatif n'est pas au milieu. On a un taux d'analphabétisation qui a explosé. Donc le taux de mortalité explose, le taux de mortalité mère-enfant explose, l'analphabétisme explose. Ça c'est pour la partie sociale. L'endettement, on se demande où sont passés les milliards d'endettement, parce que la réalité de l'équipement du pays n'est pas là. Il y a un chiffre qui est quand même intéressant, c'est l'espérance de vie. À la naissance, elle a diminué d'1 an en Côte d'Ivoire, donc elle est passée de 58 à 57 ans. Donc l'espérance de vie à la naissance dans un pays qui se targue de formidables résultats économiques. Oui, absolument, en dehors, oui, oui. Parce qu'à l'époque, ça a baissé beaucoup à cause du sida, là, le sida a reculé. Donc, oui, aujourd'hui, Adra, vous avez tous entendu. Quand c'est nous les Noirs, on parle, on dit que non, voilà, on est en train de mentir. Voilà Toubabou qui est en train de tout décortiquer ici. La preuve en est, hier, il a fui pour aller en Europe, pour aller faire quoi? Pour aller se soigner. Alassane Draman Ouattara a un bilan trompeur. Avec tous ses collègues, tous ces bons petits qui sont sur la toile là, ils sont des chiffristes. Quand tu les vois comme ça, ils sont tout le temps en train de monter des chiffres, dire ceci, dire cela. Pourtant, tout ce qu'ils racontent là, c'est du faux. Rien de concret. Il a un bilan flatteur. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est un doiman. Famille. Quand c'est nous on parle là, vous dites que c'est faux. Maintenant, Toubaboula a parlé. Vous dites quoi maintenant? Toubaboula a parlé. Devant tout le monde. Elle a tout cité en long et puis en large. Il faut être au loin pour comprendre que voilà, Ado est en train de travailler. Sinon, quand tu es sur le terrain, là, les réalités sont devant vous. Pardonnez, on a bien des RADPA dans les commentaires. Venez nous expliquer maintenant. Voilà, quand on parle de développement, là, ceux qui connaissent ce qu'on appelle développement, là, ils sont en train de vous expliquer les choses ici. C'est vous voyez, goudron avec pont, vous pensez que vous êtes développé comme ça. Non, non, non. Vous êtes des menteurs, des doimans. Vous ne connaissez rien, en fait. Famille, envoyez ça dans tout le coin en poids. Oui, oui. C'est les blancs qui parlent encore. Oui. Ce sont eux qui l'ont mis là. Ce sont eux encore qui sont en train de dire que non, le gars a échoué. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Ah, pata. Faites gawa pour suivre Ado. On vous avait prévenu depuis très longtemps. Oui, on vous avait prévenu depuis très longtemps. Mais vous ne voulez pas écouter. On écoute ici tous ensemble et la partager au maximum, c'est très important. Que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Je vous demande, Ivoiriens, pardonnez parce que c'est lui qui a envoyé Alassane Ouattara. Le son. Mais ne pardonnez jamais Alassane Ouattara parce qu'il est de mauvaise foi. Alassane Ouattara est de mauvaise foi. C'est un assassin. L'image de notre pays est ternie à l'extérieur. On considère la Côte d'Ivoire comme un pays xénophobe. On nous prend pour des hommes, un pays esclavagiste, un pays de trafic d'enfants, un pays raciste. Oui, voici la véritable image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. J'ai rien dit. L'heure est grave. Nous nous amusons avec le serpent. Nous avons en face de nous quelqu'un comme Alassane Ouattara qui est déterminé à punir la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les Ivoiriens d'être aussi déterminés pour tuer ce serpent. Souvenez-vous du 17 mai 1991 à la cité universitaire de Yopougon, où des étudiants frêles et créatures sont violés, violentés et blessés dans leur chair.
sous Alassane Ouattara, le mentor du RDR. Souvenez-vous également de violations quasi permanentes des lieux de culte sous Alassane Ouattara. Alors, Premier ministre, concept aujourd'hui, au nom de la mauvaise foi, on fait un faux procès au concept de l'ivoirité, mais entre nous, n'est-ce pas Ouattara qui a donné un sens à l'ivoirité en créant les cartes de séjour pour les étrangers? Moi qui vous parle, la première fois que j'ai pris mon avion pour Paris, je suis allé à Rennes avec Laurent Pocou. Nous étions coupés de Lorient à Saint-Brieuc. On n'avait plus la musique ivoirienne. On ne rencontrait plus un Ivoirien. Nous étions blessés dans notre chair. Revenu sur Paris pour rencontrer le ministre Folobo, au moins, cher ami, nous avons écouté légèrement une musique ivoirienne. Je dis à Laurent Pocou, prenons nos bagages, nous rentrons en Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire, nous devons être fiers d'aimer notre pays. Ne laissons pas des gens venir d'ailleurs nous troubler. Ivoiriens, vous devez être mobilisés à chaque fois que le pays a besoin de vous. Dès lors où un commissaire de la police judiciaire remet une convocation au commissaire Brandou, Alassane Ouattara, et le commissaire est déchiqueté par son visage, Alassane Ouattara devait être arrêté. On a été léger. Pour cela, ce n'est pas à moi de demander pardon. Je suis un observatoire. On peut pardonner à Oufoué. Je vous demande, Ivoiriens, pardonnez à Oufoué parce que c'est lui qui a envoyé Alassane Ouattara. Mais ne pardonnez jamais Alassane Ouattara parce qu'il a été de mauvaise foi. Alassane Ouattara est de mauvaise foi. C'est un assassin. Pensez à la Côte d'Ivoire. Pensez à Houphouët-Boigny. L'étranger ne peut jouer qu'un second rôle. Mais cette fois-ci là, je vous dis, je plie ce papier et je parle, c'est la fin. Je vous dis, ne vous amusez pas avec le pays. Parce que vous ne pourrez plus régler ce problème. Prenez une décision. Nous sommes là. Nous allons être mobilisés. Je lance un appel à l'armée de Côte d'Ivoire, aux policiers. Je lance un appel à tous. Soyons mobilisés pour le pays. Soyons mobilisés pour la Côte d'Ivoire. Et défendons notre... L'Afrique restera pauvre pour l'éternité à cause d'une raison très sombre. En Afrique, il y a des présidents qui sont plus âgés que leur propre pays. On assiste à un défilé de papis qui refusent de quitter le pouvoir, même quand le peuple a faim. Ces dirigeants ne cherchent plus à savoir si le peuple a mangé ou si les enfants ont une école. Ce qui les intéresse, c'est de satisfaire ceux qui les ont mis là, même s'il faut appauvrir des millions de familles. Ce qui les intéresse, c'est de blinder leur compte à l'étranger, même s'il faut laisser les hôpitaux sans électricité. Ce qui les intéresse, c'est de protéger leur fauteuil, même s'il faut vendre l'avenir de toute une génération. Et pendant ce temps, le fruit de nos ressources naturelles est chargé dans des bateaux vers des pays qui ne sont même pas de notre continent. Et nos économies sont livrées à des gourous extérieurs qui pensent que l'Afrique c'est leur héritage familial. Et le plus grave, c'est que quand tu parles de son âge, on te met en prison. Quand tu critiques leur gouvernance, on te réduit en silence. Quand tu organises une marche pacifique pour réclamer tes droits, on te traite de criminel. Mais dites-moi, comment l'Afrique peut se développer si le gouverneur n'a pas l'intention de la développer? La vérité, c'est que nous, la jeunesse, nous avons aussi notre part de responsabilité. On passe notre temps à suivre des leaders qui ne sont que des marionnettes. Et celui qui suit une marionnette sans savoir qui tire les ficelles devient lui-même esclave. Pire encore, quand quelqu'un essaie de défier la domination, on le traite de traître, alors que c'est lui qu'on doit applaudir. Mon Afrique ne décollera pas tant que nos ancêtres seront assis sur le trône. Et l'Afrique reste en arrière parce que nous faisons trop de mauvais choix en soutenant les mauvaises personnes. Il est temps que les dirigeants africains arrêtent de se faire corrompre par l'extérieur. Ce n'est pas Assimi Goïta qui retarde l'Afrique. Ce sont ceux qui cherchent à le maîtriser et à le transformer en marionnette. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui maintient l'Afrique en arrière. Ce sont ceux qui essaient de piller les ressources de son pays coûte que coûte. Ce n'est pas Thomas Sankara qui a échoué. Ce sont ceux qui ont eu peur de la vérité qui l'ont assassiné. Ce n'est pas Nelson Mandela qui a manqué de vision. Ce sont ceux qui ont voulu l'éteindre, éteindre la flamme de la liberté. Ce n'est pas Muammar Kadhafi qui éliminait dans l'ombre. Ce sont ceux qui l'ont éliminé parce qu'il a refusé d'être acheté. Répète après moi. L'or du Burkina n'appartient pas à l'Occident. Le manganèse du Gabon n'appartient pas aux puissances étrangères. Le diamant de la RDC n'appartient pas aux multinationales. Le précieux cacao de la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux marchands de l'ombre. Toutes ces richesses appartiennent aux enfants de l'Afrique. Jeunesse africaine, réveillez-vous. Il est temps d'installer une nouvelle discipline. La discipline de la génération debout. Notre Afrique ne sera jamais riche si nous continuons à baisser la tête et à accepter les mauvais choix. Lèvons-nous comme un seul homme. Ne soyons plus spectateurs de notre propre pillage. L'Afrique ne se construira pas par la peur. Elle se construira par une jeunesse qui ose dire la vérité. Partage cette vidéo si toi aussi tu refuses de rester à genoux. Le cacao de la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. L'or du Cameroun appartient aux Camerounais. L'or du Burkina appartient aux Burkinabés. L'uranium du Niger appartient aux Nigériens. Le manganèse des Africains appartient aux Africains. Camarades, à quand est-ce qu'on va essayer de comprendre ça?
Je ne sais pas. Peut-être qu'on est en train de vous parler là, vous ne comprenez pas la douleur, vous ne comprenez pas l'ampleur de la blessure. C'est tellement profond. Le fond est très profond. Et si on continue de laisser ça comme ça là, ça va devenir... En fait, à un moment donné, tu ne peux même plus réclamer tes droits. Parce que, imaginez-vous dans une institut où, quand tu décides de critiquer ce qui est en place, on te met en prison. Quand tu décides de te questionner sur ce qui ne va pas, c'est la prison qui t'attend. Soit on te dit, soit on t'envoie où ta famille ne va plus jamais te retrouver. Donc, c'est-à-dire, on accepte uniquement ce qu'ils nous proposent, sans nous donner notre proposition. Même quand ça ne va pas, tu essaies de parler, c'est un problème. Mais camarades, à quand est-ce qu'on va toujours continuer à laisser ces conglomérats occidentaux ou occidentales venir continuer à piller nos ressources naturelles et partir avec? À quand est-ce qu'on va continuer à faire ça? Nous sommes dans un milieu où nous avons... On dit que l'Afrique est le continent le plus riche au monde, mais reste le continent le plus pauvre. Mais vous ne comprenez pas. Hein? C'est parce que ces personnes à l'étranger viennent chez nous récupérer nos richesses et partir transformer ça chez eux et viennent nous vendre ça encore plus cher. Prenons un cas d'exemple. On a le cacao en Côte d'Ivoire, mais le prix du cacao, le kilo du cacao au vendeur, ça baisse. Nous avons le pétrole en Afrique. Imaginez à combien on vend le litre du pétrole en Côte d'Ivoire. Imaginez à combien on vend le litre du pétrole au Cameroun. Imaginez à combien on vend le litre du pétrole au Gabon. Le prix du pétrole ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Pourtant, nous avons le pétrole au Cameroun. Nous avons le pétrole au Gabon. Nous avons le pétrole en Côte d'Ivoire. Même ces pays-là qui viennent récupérer le pétrole chez nous et partent chez eux transformer avant de nous vendre ça. Ils vendent ça même moins cher chez eux. Pourtant, c'est chez nous qu'ils ont récupéré ce pétrole. Et vous voulez que notre économie ne va pas chuter comment? Parce qu'à peine tu fais 45 000 francs le mois, quand le peu que tu as, tu te retrouves, tu as tout utilisé en transport. Pourquoi? Parce que le chauffeur va dire, le carburant est cher. Donc, on va payer, vous devez payer cher. C'est le bas peuple qui souffre. Oui, le bas peuple souffre toujours dans cette histoire. Camarades famille, chers leaders, chers Africains, ne nous laissons plus piller et on regarde. Ne nous laissons plus voler nos ressources et on regarde. Toi qui as un poste de pouvoir qui permet à ce que tu peux contrôler ce qui entre et sort du pays, fais ton travail comme il se doit. Prends des actions à main, tu fais ce que tu as le droit de faire. Vous pensez que... Désolé. Vous pensez que c'est ces trois présidences-là qui retardent l'Afrique? Vous pensez que c'est là est-ce qui retardent l'Afrique? Non. Leurs idées, c'est ça que les gens là détestent. C'est leurs idéologies que les gens là ne veulent pas voir grandir. Vous pensez que si un président il ne volait que seulement, on devait tenter de faire des tentatives de coup d'État sur lui 4 à 5 fois depuis qu'il a pris le pouvoir? Vous pensez que c'est parce que on dit qu'il est en train de voler? Vous pensez ça? C'est le vol qu'il fait avant qu'on essaie de tuer tous ces présidents-là? Non, détrompez-vous. C'est leurs idées. L'heure est grave. Qu'est-ce qu'un terreau fait en France, sur le sol français? Qu'est-ce qu'il fait sur un plateau TV français? J'ai beaucoup de questions. Écoutez d'abord. Et avec nous, Ataï Mohamed, vice-chargé de relations extérieures du FLA, le Front de libération de l'Azawad. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Sur cette libération des 82 militaires, vous dites qu'il s'agit d'un geste strictement humanitaire. Expliquez-nous comment cette libération s'est-elle organisée concrètement? Qui en a pris l'initiative? Oui, 82 prisonniers de guerre, j'ai précisé prisonniers de guerre des forces armées maliennes, ont été libérés par le Front de libération de l'Azawad hier de façon unilatérale. Il va éteindre le feu. L'objectif principal de cet acte est strictement humanitaire parce que quand vous regardez les statuts des personnes libérées, il s'agit de détenus plus de 3 ans, 2023, arrêtés à Bourem, à Gao, près de Gao, à Tenzawatine et à Kidal. Parmi eux aussi des personnes malades, des blessés graves, mais aussi des personnes souffrant de maladies plus complexes. Oui. Donc il y a une implication d'accompagnement extérieur, mais nous laissons à cette partie, TIAS, l'honneur et les privilèges de se déclarer. Vous dites unilatéral, c'est une décision qui a été prise de votre côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrepartie, il y a des contreparties pour vous? Pour l'instant, nous n'avons pas de discussion directe sur des contreparties. Nous l'avons décidé unilatéralement. Une médiation via l'EG. Et puis il y a cette autre information qu'on évoquait hier aussi sur TV5 Monde. Un agent français du renseignement a été libéré. Tout ça semble concomitant avec la libération de ces 82 militaires maliens. Ni la France, ni le Mali ne font de lien entre ces libérations. Mais nous avons joint à Bamako un proche du pouvoir, un membre du CNT, qui lui fait clairement le lien entre ces libérations. De votre côté, je repose la question, avez-vous des informations sur ce sujet, sur les coulisses, sur un éventuel lien? Au nom du FLA, je dément catégoriquement tout lien entre des opérations de libération. Aucun lien. Extinction de feu. Point faux. D'abord, les 82 égale à
les 82 soldats maliens FAMA, ils sont rentrés au pays, ils sont rentrés à la maison. Enfin, c'est un SO, je sais pas, j'ai pas leur état de santé. Mais en tout cas, ils sont en vie. Voilà, ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est ma vidéo la plus... Je pense que de toute ma carrière de création de contenu, je sais pas, de flâneur sur les réseaux, c'est ma vidéo la plus sérieuse. J'ai beaucoup de questions. En tant que citoyen français, qu'est-ce qu'un terreau fait en France? Il est là en tant que quoi? Il a eu quel visa? Qui a tamponné son visa pour venir en France? Et il est arrivé en France. Qu'est-ce qu'il fait sur un plateau français pour se défendre? On refuse que les Russes viennent se défendre? On refuse que les Iraniens viennent se défendre? Hein? Qu'est-ce qu'un terreau? Encore le dirigeant de la Syrie, on va dire, bon, ils nous ont berné, ils nous ont blagué, nanani, c'est un démocrate maintenant, enfin, on voit. Ok, mais lui, qu'est-ce qu'il fait en France? Il y a beaucoup de questions. Et de tous ces mensonges-là, que non, ça n'a rien à voir avec l'espion français libéré, qu'il faut que il y a un partenaire dans l'équation, dans les négociations, mais qu'il laisse la liberté à ce partenaire de se déclarer. Sortez du bois, vous tous. Sortez-vous tous du bois. Et comme quoi, ça n'a aucun lien, que c'est un acte humanitaire. Waouh, bravo monsieur. Bravo monsieur le terreau. Un acte humanitaire comme ça, par hasard, coïncidence. On libère un espion et d'un coup, 82 personnes. Acte humanitaire. Depuis, lui il a dit, c'est depuis 2022. Bravo. Bravo, hein. On vous voit. On voit ce que vous êtes en train de faire. Là, je parle à mon pays, je parle à la France. Ce que vous êtes en train de faire, là, vous êtes en train de vous démunir, vous êtes en train de vous découvrir. Tout le monde voit. Qu'est-ce qu'un terreau? Un terreau fait en France. Il est là en tant que quoi? Répondez-moi. Je suis sérieux. Mesdames et messieurs, la France et les Français viennent d'être chassés de Madagascar. Les Malgaches sont passés à la vitesse supérieure. Je dis en Afrique, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Oui, non, c'est fort. S'il vous plaît, partagez cette vidéoconférence partout en Afrique. Il faut que les États d'Afrique voient ça. Si vous avez des frères au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, envoyez-leur cette vidéo-là. Ce que les Malgaches ont fait, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Chers dames, chers messieurs, on chasse la France. Peut-être vous ne comprenez pas le terme. Et on chasse les Français. Donc, les résidents français à Madagascar, on les chasse. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Madagascar récupère ses terres coloniales françaises. La haute cour valide le transfert à l'État malgache. La haute cour malgache valide le transfert de ces terres aux hautes autorités malgaches. Ce qui veut dire quoi? Toutes les terres où étaient installés les Français, là où les Français avaient mis leur nom, là où il y avait les bâtiments français, là où il y avait, je ne sais pas comment employer le terme, où je dois dire les constitutions françaises, je ne sais même pas ce qu'il doit dire. Donc, tout ça là a été récupéré par les Malgaches. C'est désormais sous contrôle total des hautes autorités malgaches. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'arrière-grand-père de Charles de Gaulle, par exemple, s'il avait un terrain à Madagascar et il avait construit, le terrain là, on l'arrache, on a arraché ça. C'est l'exemple. On a arraché ça et c'est passé sous contrôle de l'État. Depuis la date de leur indépendance, qui était le 16 juin, le 16 ou le 26, quelque chose comme ça, le 16 juin 1960, c'est leur indépendance là. Vous comprenez, si je ne fais pas erreur de la date. Mais c'est quand même que c'était en 1960 qu'ils avaient eu leur indépendance. En juin 1960. Mesdames et messieurs, alors, tous les Français qui avaient pris les terres là-bas, tout ce qui appartenait à la France comme terre, l'État malgache vient de les reconnaître officiellement en tant que territoire et terre malgache. Mesdames et messieurs, intégrez notre communauté et partagez massivement la vidéoconférence. L'Africain qui ne partage pas ça, c'est qu'il est sorcier. Wallahi billahi. Voilà l'exemple d'un pays qui dit vouloir être seul sans la France.
Vous comprenez? Alors, la haute cour constitutionnelle de Madagascar a validé la loi permettant le transfert d'office à l'État malgache de toutes les propriétés encore enregistrées au nom de ressortissants étrangers, principalement les colons français, depuis la période coloniale. Depuis la date de la période coloniale, tous les Français qui avaient pris les terres là-bas, les Malgaches ont tout récupéré. Oui, c'est du jamais vu en Afrique. Du jamais vu. Alors, ce qu'il faut retenir est quoi dans cette affaire-là? La date charnière, le texte vise spécifiquement les titres fonciers. Les titres fonciers au nom d'étrangers datant d'avant le 26 juin 1960. Donc tous ceux qui ont les titres fonciers maintenant là, qui datent avant le 26 juin 1960, jour de l'indépendance, est resté inchangé depuis. Tout ça là, on a arraché ça. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'en ce temps de la colonisation, les Français n'achetaient rien. Les Européens là, quand ils venaient chez nous, ils n'achetaient rien. Ils s'installaient seulement. Ils ne demandaient rien à personne. Ils s'installaient comme leur propriété privée. Donc il n'y avait pas de documents. Personne ne leur faisait les documents. Ils n'avaient rien à rendre compte à qui que ce soit. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Donc les Malgaches ont réfléchi sur quel sens? En ce temps-là, les Français là étaient des voleurs. C'était, comment dirais-je, c'était des gens que, c'est-à-dire, les arrière-parents malgaches nous leur donnaient, ils ne pesaient pas sur les Français, sur les colons. Parce que les colons venaient, ils s'installaient et tu ne pouvais rien dire, tu ne pouvais rien faire. Donc aujourd'hui, le gouvernement malgache a décidé de contrôler toutes ces terres-là, les terres coloniales. Mesdames et messieurs, selon la source, les exceptions ne sont pas concernées. Ne sont pas concernées. Les terrains de représentation diplomatique, les parcelles légitimes vendues à des citoyens malgaches et les propriétaires ayant acquis la nationalité malgache. Ceux-là, les autorités malgaches n'ont rien à faire avec eux. Ils ne sont pas dans ce lot. Les sites diplomatiques, vous comprenez? Les sites diplomatiques, les parcelles légitimement vendues à des citoyens malgaches. Donc, ce que les colons ont vendu avant de partir aux malgaches, ça ne fait pas partie de la liste. Les propriétaires ayant acquis la nationalité malgache, donc les colons qui ont déjà la nationalité malgache, ne font pas partie de ce lot-là. Vous comprenez? L'objectif est quoi? Achever la décolonisation foncière et régulariser la situation des familles malgaches qui occupent déjà ces espaces de bonne foi. Voilà l'objectif. Oui, voilà l'objectif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Monsieur Michael, il a fait fort de tout aussi. Alors, 60 ans après l'indépendance politique, Madagascar franchit une étape décisive vers sa pleine indépendance économique et territoriale. Yoromani, aucun État d'Afrique ne l'a jamais fait. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais à ce que je sache, aucun État d'Afrique ne l'a jamais fait. Arracher les terres aux colons pour les mettre au nom de l'État, au nom du peuple, au nom des Malgaches. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Madagascar a ouvert la boîte de Pandore aux États d'Afrique. Oui. Oui. Ils ont ouvert la boîte de Pandore aux États d'Afrique. Mesdames et messieurs. Oui, ils ont fait fort. Alors, nous attendons la réaction de la France par rapport à ça. Parce que l'Élysée ne va pas tolérer. Ils ne vont pas décolérer face à cette situation. C'est parce que c'est fort.
Imaginez-vous un peu, un seul instant. Tu es colon français. Tu t'es installé à Madagascar depuis avant 1960. Un matin, on se lève, on te dit, les terres là, c'est désormais pour nous. Mais tu es dépassé. C'est ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, c'est grave. C'est très grave. Vous comprenez? Alors, qui va emboîter le pas? Qui serait le deuxième sur la liste? Quel est le pays qui serait deuxième sur la liste? Grosse question. C'est ce qu'on appelle se débarrasser du néocolonialisme et de la colonisation complète. Oui. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. J'ose espérer que vous avez bien suivi la vidéo et que l'information vous avez vraiment plu et que vous désirez toujours recevoir, réécouter nos informations sur la chaîne KD Info TV chaque jour. Nous sommes là pour vous fournir des informations en temps réel et très crédibles. Nous vous invitons à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque moment que nous allons mettre des informations en ligne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines informations que nous allons mettre en ligne. On se recapte les prochaines vidéos. Famille, ciao, ciao.